Fin du premier tour ce dimanche en Super League avec la 9e journée, une journée qui ne restera pas dans les bons souvenirs des clubs romans. Est-ce que l'aventure de certains des coachs de ces formations et d'autres s'arrêtera là? C'est un des thèmes que l'on abordera dans cette nouvelle édition de Match après Match avec nos invités. Daniel Romano, tout d'abord. Bonsoir Daniel. Bonsoir Nicolas. Steve Guillaume, que l'on salue également et que l'on reçoit avec beaucoup de plaisir. Bonsoir messieurs. Et Justin Gray, le responsable des sports de Rhône FM, qui nous fait l'amitié de s'arrêter dans nos studios de retour du Let's Ground. Bonsoir Justin. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Où vous avez assisté, nous derrière les écrans, vous sur place, à une nouvelle débâcle du FC Sion. On va peut-être commencer avec Daniel. 6-2, pourtant, à l'heure de jeu, on n'aurait pas imaginé que ça allait se terminer comme ça. Oui, même un peu plus que l'heure de jeu. On a de la peine à comprendre d'un côté, puis d'un autre côté, on comprend, on cherche des explications. Ça peut être une question déjà de limite technique, j'ai envie de dire, et puis de limite mentale, parce que Sion s'est écroulé comme un château de cartes aujourd'hui, et puis de limite physique aussi. Sion a craqué physiquement, et peut-être que c'est un peu tout ça à la fois. C'est limite mentale. Est-ce que je peux me permettre d'émettre des doutes? Parce que 2 fois, Sion revient en étant mené, et le 3e but a été celui de trop, Justin. Le FC Sion est revenu une 2e fois, mais je trouve que la réussite de Sérédier tombe au milieu de nulle part, vraiment. On ne s'y attendait pas, en tout cas, nous, aux commentaires, on a été surpris. On voyait un FC Sion très en difficulté dès le retour des vestiaires. Ils ont fait un copier-coller du début de rencontre en encaissant très rapidement le 2-1. Ils reviennent tant mieux. On espérait que ça fasse un électrochoc et ça n'a pas été le cas. Je partage les éléments de réponse de Daniel pour expliquer cet élément-là. Je rajouterais peut-être aussi un peu la jeunesse. On avait Ersan Cavaré et Wesley. On avait une défense qui était extrêmement jeune. Fayoulou, Wesley, Schmid, Santini et Cipriano. Ça fait beaucoup de jeunesse avec des leaders qui étaient blessés au haro ou alors pas dans la forme qu'on leur connaît depuis le début de la saison, Sérédier. Ça faisait des éléments qui ont peut-être expliquer que dans une période difficile où on est en doute, le moindre petit grain de sable peut enrayer la machine, et c'est peut-être ce qui s'est passé sur la pelouse de Let's Ground. Steve, quelque chose à ajouter? Mais moi, j'associe pas forcément la jeunesse à un manque de talent. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des lacunes individuelles sur la défense axiale entre Santini et Schmidt. Pour moi, ils ont eu beaucoup de difficultés, et ça prouve une fois de plus que le FC Sion n'a toujours pas trouvé sa paire de défenseurs centraux. Souvenez-vous, on le disait déjà au début de la saison, après les 2 premiers matchs, on voyait très bien que derrière, dans la défense centrale, ça allait être très très compliqué. On voit qu'il n'y a pas de vrais leaders, de vrais titulaires, de joueurs où on peut se dire, avec ces deux-là, aujourd'hui, on ne prend pas de but, on est sûr de ne pas prendre de but. Il y aura toujours une erreur de la part de l'un ou l'autre, un manque de concentration, quoi que ce soit qui fait que finalement, on ne peut pas avoir à 100% confiance sur les 2 défenseurs centraux, qui que ce soit. Ouais, mais je pense que Marco Valcar n'a pas eu l'occasion non plus, depuis le début de la saison, d'aligner les 2 joueurs qui devraient, de l'esprit du FC Sion est titulaire, à savoir Ndoye et Schmid. Ndoye s'est blessé, Schmid est arrivé un peu par après, et je pense que c'est cette charnière centrale sur laquelle le FC Sion compte, et depuis le début de la saison, les éléments des semaines qui passent, les blessures, les suspensions et autres, n'ont pas permis de voir ce que ça pourrait donner. Mais moi, je ne suis pas certain que cette paire soit aussi performante que vous l'imaginez. Schmidt, je me réjouis de le voir dans le contexte valaisan. Pour l'instant, il ne me montre pas une assurance qu'on pouvait deviner à Vaduz. Et puis, je vous rappelle quand même qu'Ndoye, au départ, par défaut, il est passé du milieu de terrain 6 à défenseur central. Ça fait des années qu'on le dit sur ce plateau, qu'aujourd'hui, il manque un vrai leader dans la défense centrale du FC Sion. Et puis on en a vu passer des pives entre nous, donc dans cette défense centrale. Et honnêtement, aujourd'hui, pour moi, le problème n'est pas réglé. Mais le problème, c'est que la défense centrale, parce qu'aujourd'hui, ces pauvres défenseurs, ils ont quand même été bien abandonnés. On a revu quelques images des buts. Cizé, Marquezano, c'était l'autoroute, hein. C'était moins bouchonné que les autoroutes suisses en moyenne quand même. Oui, mais alors ça, c'est peut-être, comme disait Dany, un problème un peu mental. C'est que vous prenez un 3e, puis tout d'un coup, vous avez le 4e, puis tout s'écroule.
Je pense aussi que... Parce que, honnêtement, sur cette première mi-temps particulièrement, moi, je n'irai pas jusqu'à l'heure de jeu, mais sur cette première mi-temps, je trouvais que le FC Sion était supérieur à son adversaire sur les côtés. Il y avait beaucoup de problèmes du côté de Roner et Gnonto. Qui avaient des difficultés face aux deux duos sur les côtés des Valaisans, qui avaient vraiment pris le dessus, Wesley et Cavaret. L'autre côté, c'était Cipriano et Itatinga. Donc, je les ai trouvés très, très bons. Mais il y a aussi un autre phénomène. Je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur Brighton Reiter a gagné son duel direct à un moment donné. Ça avait un jeu d'échecs, le football. Et Brighton Reiter fait les très bons choix à la mi-temps, en sortant notamment Roner et en rentrant Bora Nijasevic. C'est trop facile de gagner le duel des coachs quand on affronte le FC Sion? Mais j'ai presque envie de vous dire oui sur ce qu'on a vu sur les dernières rencontres, parce qu'il y a trop de lacunes, il y a trop d'espace, il y a trop de buts encaissés. Et j'ai l'impression que Marco Valquer, c'est pas exactement... Qu'est-ce qu'il doit faire avec cette équipe? Combien de fois il répond aux interviews en disant « Je ne sais pas, il faut que je regarde, je ne peux pas vous dire maintenant, il faut que je vérifie ». Et ça, c'est des signaux, finalement, c'est des mauvais signaux. Quand on répond comme ça à la presse, à la télé, avec un micro devant soi, puis qu'on dit qu'on n'a pas la réponse. Si moi j'étais joueur à Sion, je me dirais, mais bon sang, alors si lui ne sait pas, comment est-ce qu'on va le suivre, lui? Comment est-ce qu'on va le suivre dans le vestiaire? Comment on va aller s'arracher pour lui? Donc, à un moment donné, j'ai de la peine à comprendre cette honnêteté. Il est honnête, mais j'ai de la peine à la comprendre footballistiquement parlant. Ouais, je pense que cette franchise peut lui servir. J'ai souvenir d'un entraîneur précédent sur le banc du FC Sion, italien, champion du monde, et qui a marqué notamment un penalty en finale de Coupe du Monde. Et qui pour aux initiales FG. Aux initiales FG, exactement. Je vois pour ceux qui n'avaient pas encore... Et pour le coup, lui n'était pas du tout franc, pas du tout honnête, et c'était très difficile à lire ce qu'il pensait, où il voulait aller. Et je pense que c'est compliqué aussi pour une équipe de ne pas vraiment savoir où l'entraîneur veut nous emmener. J'ose espérer que pour Fabio Grosso, le discours était plus clair à l'entraînement, vu ce qui se produisait sur le terrain. J'en suis pas certain. Ça a l'air d'être le cas, ouais. mais Marco Valquer, cette honnêteté, je veux bien imaginer qu'elle soit réelle, parce qu'il dit on travaille à l'entraînement, à la semaine, ça se passe bien, et on voit toute sa frustration au moment de dire ça ne fonctionne pas, et peu importe les joueurs qu'on met, c'est une attitude globale, c'est un contexte qui fait que ça ne prend pas. Mais le résultat est le même à la fin. Avec Grosso ou avec Valquer, avec l'honnêteté de Valquer ou avec la langue de bois de Grosso, le résultat est pareil. C'est que finalement, on ne sait pas où on va. On est honnête d'un côté, puis de l'autre... Mais de la 20e à la 45e, aujourd'hui, on a vu une direction, je trouve, du FC Sion. Je suis d'accord. Moi, j'ai vu une jolie... Mais au-delà de l'honnêteté, à un moment donné, vous savez qu'en Valais plus qu'ailleurs, il y a le totomate qui est important. Valquer a fait 20 matchs à la tête du FC Sion. C'est 5 victoires, 7 nuls, 8 défaites. Donc, vous faites le calcul, ça fait 1,1 point par match. Aucun autre entraîneur avant Valquer n'a tenu avec ce bilan-là. Et vous pouvez ajouter les 2 matchs de barrage où ça a été tiré par les tifs. Il y a eu une victoire et une défaite contre Toul. Donc aujourd'hui, le bilan, il est famélique. Mais si on reprend uniquement cette saison, certes, il y a ce début catastrophique, il y a cette défaite à Bâle. Ensuite, il y a une réaction. Il y a 5 matchs où, si on ne perd pas, il y a ce match de coupe à Slough qui fait replonger l'équipe. Qu'est-ce qui fonctionnait mieux durant cette période un peu plus positive? Ça me fait penser au début de mandat de Stéphane Anchaud, il y a 2 saisons, où il avait aligné 7 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Et ça s'était beaucoup joué sur des détails. Saint-Gall, au Harum, égalise à la 93e. On parlait du but de Berdaïas contre Lugano, de 3-2 à la 94e. Il y avait eu Bubendorf, premier tour de coupe, que 3-0, entre guillemets, sans vouloir manquer de respect aux Balois de 2e Ligue Inter, mais le FC Sion aurait dû en mettre 10 ce jour-là. Il y avait quand même des signes qui disaient c'est très fragile, c'est toujours fragile. En football, ça se joue toujours sur des détails, mais pendant un moment, j'ai l'impression que les détails tournaient dans le bon sens, et maintenant moins. Et là, problème de mental, de jeunesse, pour moi, ce sont 2 choses qui sont forcément liées, parce que plus on est jeune, plus le mental, on a de la peine à le gérer. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé dans la défense valaisanne aujourd'hui. Après coup, c'est beaucoup plus compliqué quand ça ne tourne pas dans le bon sens. C'est la défaite de trop, celle d'aujourd'hui. Oh. Et la manière aussi. Ouais,
c'est la manière qui va pas passer. Parce que si on en croit la presse de ces derniers jours, que ce soit une victoire, un nul ou une défaite aujourd'hui, Valker était déjà sur un siège éjectable, la décision était a priori déjà prise. La manière sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Alors est-ce qu'on peut juger sur le match d'aujourd'hui que sur ces 20-25 dernières minutes? Si on juge là-dessus, oui, Valker devrait sauter. Valker ne devrait plus être le coach du FC Sion contre Bâle dans 15 jours. Non, mais de toute façon, tous les faisceaux sont concordants. Je veux dire, on sait qu'habituellement, le FC Sion change son entraîneur sur la période internationale. Elle arrive, le bilan, comme je l'ai dit, il est famélique. Et puis, finalement, le jeu, il manque. Voilà, il y a des périodes où c'est intéressant. Les 25 premières minutes contre le LS, aujourd'hui, la première mi-temps, voire un peu plus pour les plus optimistes d'entre nous. Mais à un moment donné, c'est insuffisant. Puis le résultat, Mais oui, il y a un entraîneur, il y a une personnalité qui peut relancer ce FC Sion avec ses joueurs. Moi, je me mouille honnêtement par rapport à sa personnalité. Moi, je verrais bien Ludovic. Les Vaudois. Ludovic Magnin, parce qu'il a une monstre niaque. Ouais. Les supporters valaisans, le peuple valaisan aiment ces gens-là. En plus, Ludo, il est authentique. Alors, vous parlez d'honnêteté. Je pense qu'on le voit sur notre plateau. Il a une manière de parler, de s'exprimer. Il est monstre honnête. Puis je pense, en plus, c'est un gars qui irait boire un verre après le match. Parce que c'est assez particulier au FC Sion. On attend un peu l'entraîneur. Il y en a certains qui ont eu beaucoup de succès. Un Seidler, un Jacobacci, ils allaient à la rencontre des supporters et c'est des gens qui sont ultra appréciés. C'est pour ça que moi, c'est mon favori. Mais alors, j'imagine qu'il y en a d'autres. Il y a un autre favori aussi qui, pour à peu près les mêmes raisons, je partage votre avis par rapport à Ludo Magnin et sa tempérament qui plairait à Tourbillon. Je pense que Raphaël Vicky, avec le timing de sa fin d'aventure aux États-Unis, le fait qu'il soit valaisan dans une orientation que prend le club avec les retours de Gelson et celle de Massimo Cosentino est beaucoup plus valaisanne. Et je pense que ça pourrait aussi apporter quelque chose. Footballistiquement, il faudrait voir ce que ça donne. Et que ce soit Ludo Magnin ou Raphaël Vicky, pour répondre à votre question, est-ce qu'ils sont capables de faire des miracles? Il y a la qualité dans cette équipe. Oui. Mais il y a eu tellement de profils différents de ces entraîneurs que finalement, on ne sait plus qu'est-ce qui correspondrait le mieux. Votre profil, quel profil? Parce que est-ce qu'il faut quelqu'un qui ait une grande gueule et puis qui aille mettre de l'ordre dans le vestiaire? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui les caresse dans le sens du poil? Qu'est-ce qu'il faut comme profil? Moi, je pense qu'il y a des très bons entraîneurs en Suisse et qui ne travaillent pas, en plus de ça. Moi, je pense qu'au FC Sion, il y a de très bons joueurs. Moi, je l'ai toujours dit, il y a de très, très bons joueurs. Il faut juste diminuer l'effectif. C'est un problème. Il y a des tournus. Il y a rarement le même système. Il y a rarement les mêmes joueurs. Il y a trop de joueurs au FC Sion. La première chose, c'est de diminuer drastiquement la quantité de joueurs pour donner un outil de travail agréable au futur entraîneur. Les chiffres sont là. Il y a trop de joueurs au FC Sion sous contrat, c'est clair. Et c'est un des objectifs de la direction de les réduire. Par rapport à la cohérence et au changement, je trouve que s'il faut laisser quelque chose à Marco Valker, c'est qu'au fil des matchs, on a vu une certaine cohérence, que ce soit dans le système ou dans les joueurs alignés. Après la débâcle à Bâle, il a abandonné son 4-4-2 pour son 4-1-4-1 ou son 4-3-3 selon comment vous organisez les choses. Et les titulaires, il y avait une certaine logique. Et s'il y avait un changement, il y avait une explication qui pouvait se faire par une suspension, par une blessure ou par un signal à envoyer par rapport à la prestation précédente. C'était pas forcément le cas avec Murat Yakin, c'était pas forcément le cas avec Fabio Grosso, ce qui avait fait dire à Christian Constantin que sous Fabio Grosso, si le conducteur du bus avait eu une licence, il l'aurait aligné en attaque. Et c'était sans la formule présidentielle du président du FC Sion, mais c'était un peu juste. Et là, avec Marco Valker, on voit quand même qu'il y a une ossature qui se dessine. Et lorsque cette ossature est un peu moins là, ou blessé comme Guillaume Haro ou comme Seredi, encore une fois, qui aujourd'hui n'a pas été aussi tranchant qu'il a pu l'être depuis le début de la saison, ça se ressent très rapidement parce qu'encore une fois, autour, c'est très jeune. Tout le monde est d'accord, ça ne le sauvera pas, cette stabilité qu'il a essayé de mettre en place? Non. Christian Constantin s'est d'ailleurs exprimé sur les ondes de Rhône FM juste après le match en expliquant qu'il n'avait pas pris de décision pour l'instant, mais toutes ses utilisations et son champ lexical pouvaient faire penser que Christian Constantin nous avait dit qu'il n'allait pas à Zurich aujourd'hui. C'est vrai, mais il l'a dit. J'ai dit que j'allais pas. J'ai dit en début de semaine que j'allais. Je pense qu'il sait déjà quel est le futur entraîneur. Probablement.
probablement. Bon, il y a d'autres entraîneurs qui peuvent être en danger. Il y a un quart du championnat. Il y a dans certains clubs les choses qui ne fonctionnent pas comme espéré par les dirigeants en début de saison. Évidemment, se retournent vers la deuxième moitié du classement. Si on en a parlé, c'est 9 points. Mais il y a Saint-Gall, 6 points. Lucerne, 5 points sans victoire. Lausanne, 4 points sans victoire aussi. Ces entraîneurs sont discutés de manière forte ou un peu moins forte. Est-ce qu'ils méritent tous d'être remis en cause? Steve, on tourne vers vous. Au risque de vous surprendre, non. Non, je vais commencer à Lausanne. Je crois qu'il y a clairement un projet. Et puis bon, il y a de toute façon un tampon et un paratonnerre. Hein. C'est Cissé qui a choisi Borenovic. Il saute avec? Si l'un doit sauter, l'autre saute avec? Ouais, disons que ce ne serait pas forcément bien vu par le directoire Ineos. Mais il y a une politique jeune, on a une politique à long terme. Pour moi, je connais Borenovic, l'ayant côtoyé avec les moins de 21, c'est un entraîneur, c'est un tacticien. Après, je ne le connais pas dans la gestion du groupe humain. Peut-être que là, il y a des lacunes, je ne peux pas le dire. Mais néanmoins, quand je vois jouer le LS, je trouve qu'il y a un projet de jeu. Après, on reparle de la jeunesse. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été changés. Peut-être Dany n'est pas d'accord d'après le souhait, mais il a perdu beaucoup de joueurs. Turques n'est toujours pas remplacé. Enfin bref, il y a des explications. Moi, je le vois dans la durée. L'erreur, peut-être que le LS est en train de faire, c'est de se dire, l'année passée, on n'a eu passablement de succès avec beaucoup de jeux de joueurs, et de se dire que ce sera de nouveau le cas cette année. Pour moi, les jeunes joueurs de cette année n'ont pas la qualité des joueurs de l'année passée. Daniel, répondez. Oui, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'on nous a dit, avant le début de la saison, l'équipe de cette saison est intrinsèquement plus forte que l'équipe de la saison dernière. Ensuite, on nous dit, il ne faut pas comparer avec l'équipe de la saison dernière. Ensuite, on nous dit, on va jouer un football dynamique, attrayant, attractif, tout ce que vous voulez. C'était le Brésil qui devait arriver à la Tuilière. Vous l'avez vu, ce Brésil annoncé? Alors c'est ça. Je pense que le fond du problème, il est là. Je partage l'avis de Steve. Borenovic fait partie du projet, il faut le laisser travailler. OK, cette victoire n'est pas encore arrivée, elle arrivera bel et bien un jour. Le problème, c'est la différence du discours qu'on nous a vendu avant cette saison. Donc forcément, on vous promet des choses, et vous vous dites, OK, on va aller à la Tuilière, on va aller voir le Brésil tous les week-ends. Puis après, vous prenez des 6-1 contre IB, vous faites plutôt bien contre balle, vous faites des contre-performances à droite à gauche, et puis forcément, les gens, ils sont mécontents parce que vous ne leur avez pas promis ça. Ce serait, à mon sens, je partage votre avis, très compliqué ce serait de la part de la direction un non-sens de se séparer de son entraîneur parce que il y a un projet en effet et je ne suis pas convaincu non plus qu'ils aient des réelles ambitions de l'immédiat avec ce Lausanne Sport, si ce n'est celui d'être maintenu. Et ce sera peut-être compliqué à l'obtenir, Lausanne et avec quelques autres équipes, l'un des favoris tout de même à la relégation. Mais c'est compliqué de mettre en place un projet, de se séparer de Contini pour mettre cet entraîneur. Déjà là, moi, je me disais à l'époque, pour faire ça, avec Contini, ça aurait pu fonctionner. Ça aurait pu être un entraîneur qui aurait pu poursuivre l'aventure après avoir promu le club en Super League. Ils ont décidé d'en changer. Si c'est pour s'en séparer quelques semaines après, ça ferait tâche. Après, c'est ce que vous dites. Souleymane Cissé a toujours dit, c'est le maintien qu'on vise. Cette saison, c'est le maintien. Il le répète à chaque interview. Après, le problème, c'est qu'il dit aussi, dans 3 ans, on vise le podium. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est cette saison. Donc forcément, il y a des mauvaises langues qui disent le podium dans quel championnat. Vous avez une posture de journaliste. Et le supporter n'est pas très loin d'un journaliste. C'est là, maintenant, ici, maintenant. Mais un dirigeant, il doit avoir une vision à plus long terme. Alors évidemment, de dire dans 3 ans, on vise l'Europe, alors qu'aujourd'hui, vous allez vous battre contre la relégation, il y a un décalage qui n'est pas toujours compris. Et puis, finalement, ça fait nos choux. Hein. C'est ce qui fait qu'on en discute autour de la table. Peut-être qu'il y a un petit problème de communication, et ça, je suis totalement d'accord avec vous. Lausanne n'est-il pas le candidat numéro 1 à la descente actuellement? Il fait pas, avec ce début de championnat, évidemment, il fait partie des équipes qui pourraient tomber. Ceci étant dit, ces jeunes vont progresser. Ceci étant dit, Ineos a la force financière de pouvoir modifier le tir durant la prochaine période de transfert. Et évidemment, qu'en tant que roman, je n'espère pas, surtout que le stade il est magnifique et qu'on souhaite vraiment que le LS se maintienne. Pour les 2 autres entraîneurs, parlons-en. Celestini,
Encore une fois, aussi, c'est un entraîneur qui a un projet, alors qu'il préfère mourir avec ses idées que celles des autres. Il a un peu changé aujourd'hui quand même. Oui, alors c'est sur ces 3 derniers matchs, mais parce qu'il a des circonstances atténuantes. Il y a énormément de blessés. Et puis quand je vois la performance de Lucerne aujourd'hui à Bâle, je dois dire que je suis quand même rassuré. Puis on sait aussi, Celestini, il a une histoire avec cette Super League, c'est cyclique. Donc peut-être que ce point obtenu aujourd'hui à Bâle, amplement mérité, va lui permettre de rentrer dans un nouveau cycle. Et puis l'année passée, je crois qu'il était parti avec 7 matchs, 3 points. Au final, il fait une deuxième partie de championnat superbe. Il gagne la coupe. Donc, on peut lui faire confiance. Et puis, je crois qu'encore une fois, il y a des circonstances atténuantes. Il y a vraiment... il y a certains matchs, il a la moitié des titulaires qui sont absents. Et donc, il a beaucoup de poisse. Il a beaucoup de poisse. Ouais. Lucerne est très malchanceux depuis le début de la saison. Si vous regardez rien que le match d'aujourd'hui, c'est l'exemple parfait de ce début de championnat pour Lucerne. Il y a une latte, il y a des miracles de Lindner. Le but qu'ils encaissent, il est très malchanceux aussi. Et là, pour Fabio Celestini, on imagine, on espère que la roue va tourner aussi parce qu'il y a de la qualité dans l'équipe et sur le banc. Je partage l'avis. Je vois surtout les équipes quand elles affrontent le FC Sion. Lucerne, quand s'est déplacé à Tourbillon il y a 2 semaines, c'était l'équipe la plus faible que j'ai vue depuis le début du championnat. Mais avec toutes ces circonstances atténuantes et le fait d'avoir gagné la coupe, j'ose espérer que ça puisse quand même lui donner un peu de crédit pour quelques semaines auprès de ses dirigeants. On peut faire la liste, hein. Ndiaye, Friedeck, Schürpf, Müller, Farkas, Ndengue, Alabi. Mais de toute façon, ces clubs, les 3, là, parce qu'on n'a pas encore parlé de Seidler, qui est quand même blindé avec un contrat jusqu'en 2025, qui est aussi dans un projet, qui est dans un club qui fait du trading, il faut le dire, ils vendent beaucoup de jeunes. Ils font venir des jeunes, ils font partir des jeunes. Tu perds Quintilla, je veux dire, à un moment donné, tu perds toute ta substance. C'est pas chaque année que tu es gagnant hein, avec tes arrivées. Et ces 3 clubs, pour l'instant, ils ont soit de la poisse, soit des blessés, soit ils ont perdu de la substance. Et puis, il faut attendre. Il faut juste attendre. C'est contre-productif de changer, quelle que soit l'équipe. Donc on est cool, hein. Il n'y a que 20 pour nous. Surtout qu'il faut trouver un entraîneur comme Seidler qui accepte aussi ça. Parce que c'est aussi compliqué pour un entraîneur d'arriver et puis de se dire, je sais que peu importe si j'arrive à un projet de jeu abouti et que ça met en vitrine certains joueurs, ils vont partir et j'en serai privé pour la saison prochaine et il faudra tout recommencer. C'est un éternel recommencement. C'est aussi pas forcément facile, il n'y a que 10 postes d'entraîneur forcément en Super League, mais tout de même, Peter Seidler, il n'y a pas si longtemps, on murmurait, tout doucement, mais on murmurait quand même son nom pour succéder à Petkovic à la tête de l'équipe de Suisse. Non, mais puis quand vous avez des dirigeants qui vous prolongent un contrat jusqu'en 2025, c'est la preuve qu'il y a de la confiance. Donc je ne pense pas que la confiance a diminué au point où on remet en question... le poste de Peter Seidler. On repart avec un 9 sur 10, entre guillemets, dans 2 semaines pour la suite. En tout cas, au niveau des postes d'entraîneur. Vraisemblablement. Oui, pareil. Le pari. 9 matchs disputés, on l'a dit. Un quart du championnat, 25% si vous faites les calculs. Des enseignements à tirer, évidemment. Des joueurs en évidence, des entraîneurs, des équipes peut-être un peu moins en évidence, on en a déjà un peu parlé dans ce début d'émission. Mais avant que vous nous rejoigniez, messieurs, je vous ai demandé quels étaient vos tops de ce début de championnat et vos flops. On va commencer avec le top de Steve et ensuite Daniel et Justin, on vous laissera réagir. Alors moi, mon top, assez clairement, c'est que le titre ne sera pas joué comme ces dernières saisons à Noël. On faisait croire qu'il restait suffisamment de points pour que les poursuivants d'IB rejoignent IB. Mais soyons honnêtes, je pense que heureusement le FC Bâle est revenu dans la danse. C'est nettement plus intéressant. Et puis, moi, je trouve, honnêtement, on critique parfois un peu à tort notre championnat suisse. Je trouve qu'il y a vraiment une qualité cette saison. D'ailleurs, les résultats de nos équipes sur le plan européen le prouvent. Et puis, bêtement, mais les coups francs qu'on peut voir en Suisse... C'est juste incroyable. Donc pour moi... voilà un bel exemple. Oui, et puis Koric, et puis Yumeri, et puis les autres. Mais je me réjouis qu'il y ait réellement, j'espère, une compétition pour le titre jusqu'à la fin de la saison. Ça vous réjouit aussi J'étais déjà très heureux avant que le championnat commence parce que je voyais que Bâle avait mis le paquet pour pouvoir concurrencer IB. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc, extrêmement heureux pour ça, bien sûr. Ça peut durer jusqu'à la
35, 36e journée, on peut rêver d'une fin de saison à suspense, Justin? On le souhaite, en tout cas. Évidemment qu'on le souhaite. Ça dépendra aussi peut-être du parcours européen des uns et des autres. Je pense plus peut-être pour Bâle, qui a une porte plus ouverte que Kibé, encore que. S'ils devaient refaire des prestations comme Manchester, ça pourrait leur servir forcément pour la qualification. Mais on l'espère, jusqu'à la 36e, il y a eu tellement d'années, que ce soit l'hégémonie bâloise et ensuite la bernoise, où tout était dit ou presque d'entrée de jeu, que ça fait terriblement plaisir et ça peut durer, oui, je le pense. Après, quand même, n'oublions pas qu'à AIB, il y aura le retour de Lustermenger et Nzame. Et que, alors voilà, s'ils vont perdre beaucoup d'énergie en Europe, peut-être que ça va laisser une chance à son principal concurrent bâlois. Mais néanmoins, sur la longueur, je trouve qu'il y a une profondeur de banc incroyable à AIB encore aujourd'hui. Il a un petit peu d'avance sur Bâle. Ouais, Bâle est encore en reconstruction, malgré le fait qu'il soit leader actuellement. Certes, avec un match de plus qu'IB, mais je pense que c'est plus solide du côté du Wankdorf. Ouais, quand même quelque chose qui vous a beaucoup plu, Justin, en ce début de saison à Bâle. C'est exactement. En fait, notre top se rejoint. J'avais mis le duo Cabral-Esposito, 15 buts à eux deux, mais la logique derrière était ça, de retrouver un FC Bâle au premier plan. Et oui, Esposito, incroyable. Cabral, il y a juste à avoir la sélection du Brésil pour se rendre compte que ce n'est pas que nous qui l'impressionne. Et ça fait plaisir à voir et ça met un peu de concurrence dans ce championnat. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient que Cabral est convoqué avec le Brésil. Ça montre la faiblesse du Brésil d'aujourd'hui. Et je trouvais que c'était vraiment des mauvaises langues c'est très irrespectueux de dire ça, parce qu'effectivement, c'est très irrespectueux et pour le Brésil et pour Cabral. Et pour le championnat suisse. D'accord avec le championnat suisse. Ouais. Parce que moi, je trouve que ce début de saison, il y a vraiment... Moi, de temps en temps, j'ai cette chance d'aller au stade. Mais il y a des matchs incroyables. Il y a des mi-temps de Servette. Enfin bref, je ne vais pas les énumérer parce que j'ai peur d'en oublier et puis de vexer des gens. Mais il y a des moments qui sont juste fabuleux. Et d'autant que Cabral remplace Mateusz Cunha, un ancien joueur du championnat suisse. Donc décidément, le championnat suisse n'est pas si mal représenté dans la sélection brésilienne. Mais c'est vraiment des joueurs, et peut-être on n'en avait pas ces dernières années, pour qui on paye volontiers, cher même, pour les voir sur place, vivre ces émotions dans le stade que peuvent procurer de tels joueurs. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs, certains supporters nous le disent. Moi, j'ai payé mon billet pour aller voir Cabral, j'ai payé mon billet pour aller voir Nsame à l'époque, j'ai payé mon billet pour aller voir O'Haro. Et je pense qu'on a beaucoup de chance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de qualité pour reprendre Esposito. Moi, le but contre Sion, là, l'extérieur du droit, j'en rêve encore chaque nuit. Mais il y en a d'autres à cause des gros vents. On pourrait les citer. Oui. Il y a des joueurs qui font rêver dans le championnat suisse, il faut le dire. Il y en a beaucoup à Bâle, quand même. Et il y au en niveau technique, au niveau jury, c'est beaucoup à Bâle. Des joueurs très intéressants aussi à Lucerne, par exemple. Lucerne est plutôt dans la partie basse du tableau, mais il y a aussi tellement de qualité dans cette équipe-là, je trouve. Daniel. Je fais rapidement. Non, même pas. Parlez-nous de Grasshopper. Oui, alors c'est un peu de la provocation parce que... Un chauffe de plus. Je pense que vous imaginez mon flop. J'ai choisi deux équipes. Donc mon top, c'est évidemment Getse parce qu'à sa tête, il y a Giorgio Contini qui, non pas parce qu'il est chauve comme moi, mais parce qu'il fait un très bon travail. Il n'a pas été prolongé à Lausanne. Pourtant, il avait vraiment le profil qu'il fallait. Il est dans la même situation aujourd'hui. Il a une équipe nouvelle, il a des jeunes. Il avait un buteur blessé en début de saison. Bonatini est de retour depuis Lucerne. Il avait besoin de trouver un équilibre et il l'a trouvé. Il a trouvé sa solution, il a trouvé son équilibre après un quart de championnat. Donc, la raison pour laquelle je le mets en top, c'est parce que finalement, c'était le bon profil et je trouve qu'il fait un excellent travail à Zurich. Steve, convaincu par le choix zurichois et le choix aussi de Giorgio Contini parce qu'il aurait pu aller ailleurs. Non, mais moi, alors, de un, je m'en réjouis de retrouver Getse déjà dans l'élite. Et puis, ça, c'est le cœur qui parle. Oui, alors c'est clairement le cœur qui parle. Non, l'amoureux du foot suisse, c'est le but titré on peut aimer Getse ou pas. Oui, mais Getse, c'est encore cœur. plus amoureux que de Getse. Mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier, l'histoire est belle pour Contini. Parce qu'il a quand même été un peu banni. Il a dû partir du LS. Voilà.
Et là... Enfin, il a terminé son contrat. Il est arrivé au bout de son contrat. Donc, il n'a pas été... C'est une belle histoire, finalement. Et puis, il est quand même dans un très grand club. Et ça joue bien, encore une fois. Les buts de Senne sont fantastiques. Senne. On vous le confirme. Voilà, Senne. Des beaux buts. Et puis, c'est solide. Je trouve qu'il y a des fondations solides. C'est pour ça que je dis, il a d'abord solidifié. Il a commencé avec cette défaite contre Bâle qui était totalement imméritée. Il a solidifié derrière. Il a attendu de retrouver les joueurs qui lui manquaient. Et puis maintenant, il est parti dans sa vitesse de croisière. Et le travail est vraiment extraordinaire, je trouve. Bon, avant de passer au flop, moi, je vous glisse quand même mon top. Ce sont les 2 entraîneurs allemands, David Wagner et André Breitenreiter. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Ils sont venus là et ils se sont mis dans ce championnat de Suisse de manière remarquable. Et il fallait aussi le souligner. Vos flops. Justin, on commence par vous cette fois-ci. Et on va en Valais. Qu'est-ce qui ne va pas, à part l'effectif et les résultats? La foire a débuté. Qu'est-ce qui ne va pas en Valais? Il y a des choses qui vont aussi, mais il y a des choses qui ne vont pas, notamment, vous l'avez évoqué, Steve, indirectement au début d'émission, l'affluence à Tourbillon depuis le début de la saison, évidemment avec des moyennes à 4000 sur les 3 premiers matchs à Tourbillon. C'est 60% de moins que sur les 3 saisons précédentes à Tourbillon aux mêmes dates. Rien n'explique cela en termes de calendrier. Il y a évidemment le pass Covid exigé qui joue un rôle, mais il est exigé partout en Suisse. Le Sion est le seul club à connaître une chute aussi vertigineuse de sa fréquentation. Il y a même des clubs comme Saint-Gall ou Lucerne qui en gagnent, malgré le pass Covid. Il y a évidemment les résultats qui ne sont pas bons au fil du temps, la répétition, mais cet été, on débarquait en Valais, on l'a dit aussi, Massimo Cosentino et Gelson Fernandez. Premier match du championnat, c'est quand même le derby du Rhône face à Servette. On n'avait pas pu être déçu en tant que supporter des prestations du FC Sion. 4000 personnes pour ce derby du Rhône. Et reste peut-être les billets nominatifs. C'est une grosse affaire, entre guillemets, en Valais, entre les Ultras et le Conseil d'État. Il y a eu d'ailleurs une banderole aujourd'hui de la part des supporters zurichois pour apporter leur soutien. Mais en même temps, ces groupes de supporters, ça représente 200 à 500 personnes. Ça ne justifie pas les 60%. Et en fait, toutes ces explications font un cocktail qui donne que la citadelle imprenable qui était Tourbillon est aujourd'hui une cathédrale vide où on peut rentrer beaucoup trop facilement. Déçu, parce qu'on voit des belles affluences. À Bâle, 30 000 contre IB, 27 000 contre Zurich. Déçu de ces gradins que l'on a vus à l'image vide à Tourbillon, parce que 4 000, c'est encore bien compté par match. Oui, parce que c'est tellement beau, un stade plein. J'étais à Lucerne contre IB avec vous. C'était 13 000 personnes. Vous allez à la Tuyère quand elle est pleine, mais c'est extraordinaire. Et le match, il a une autre dimension. Ouais. Tu as une autre lecture du match. Parce que les émotions, elles sont différentes. Quand le LS marque le goal, j'ai enlevé le casque pour pouvoir vivre l'émotion pleinement, tellement ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc, c'est vraiment regrettable ce qui se passe à Sion. Ce d'autant plus que dans les autres stades, si on accepte peut-être encore Lugano, les affluences sont quand même de qualité, quoi. Ouais, puis les spectateurs, le public à Tourbillon, c'est le deuxième mot de devoir parler de ça. Oui, c'est ça, c'est que ça va pas dans la même phrase. C'est tellement étrange d'aller à Tourbillon et puis de se dire qu'on entend presque les mouches voler. Mais... On les entend. Je pense qu'on peut dire qu'on les entend. Et imaginez Berdayas qui avait des étoiles dans les yeux en marquant un 94e le 3-2 contre Lugano. Ça avait pu le faire dans un stade plein. Je pense qu'il n'endormirait pas encore aujourd'hui parce que ça a été l'effervescence absolue. Et c'est vraiment dommageable, surtout après les longs mois qu'on a passés où on était seul dans ces stades. Daniel, vous me permettrez de passer sur votre flop parce que le temps tourne. On en a déjà largement parlé. C'est le Lausanne Sportive. Vous? La VAR. Ah oui. Le flop, c'est la VAR. Ouais. Pas la pièce de théâtre, donc on se comprend bien. Hein. Ça vous coûtera par contre une pièce. D'accord, mais non, alors la VAR. Pour moi, mais pourquoi? Mais parce que, en fait, déjà le paradigme, il est faux. C'est-à-dire qu'on essaie de voir si l'arbitre s'est trompé ou pas. Alors que, en définitive, il faut voir si l'arbitre a été abusé par un joueur. L'arbitre restera toujours l'homme essentiel dans la directive des lois sur un terrain. Et on doit respecter ça. Et il faut être honnête, 8 fois sur 10, ils ont raison.
8 fois sur 10, ils ont raison. Ce qui est malheureux, c'est qu'on fait des polémiques sur les 2 dernières fois, alors qu'elle aurait dû éviter les polémiques et qu'en fait, elle en suscite. Lorsqu'elle est utilisée, parce qu'il y a des fois des aberrations dans les décisions, et puis lorsqu'elle n'est pas utilisée, ce qui peut nous surprendre, je prends juste une action entre Lausanne et Servette, où il y a un coup de coude de Suzuki sur Stevanovic. Là, on a vu une scène à Saint-Gall sur un pénalty contre Sion. Puis, mais alors, c'est pas qu'en Suisse. Hein. Heureusement ou malheureusement, c'est une catastrophe. Et, mais vous souhaiteriez quoi? Que de 8 sur 10, on passe à 9 sur 10, voire à, visons le paradis, 10 sur 10? Non, mais ou bien la VAR... non, mais apparemment, le problème, c'est que vous êtes jugé par des pairs. Et puis, c'est vrai que quand tu déjuges un pair, c'est plus compliqué. Donc, je crois qu'en France, par exemple, si l'arbitre principal est déjugé, il perd des points dans sa note. Donc, voilà, pour moi, c'est un problème. On devrait mettre des footballeurs, mais je sais que ça ne se fera jamais. J'avais écrit un papier d'ailleurs là-dessus en 2019. Et puis, c'est dommage parce que le problème de l'utilisation actuelle de la VAR, c'est qu'elle te casse beaucoup d'émotions. Elle te casse beaucoup d'émotions dans un stade. Quand ça dure 6 minutes, 5 minutes pour faire un choix, puis que derrière un goal, tu n'es pas sûr parce que tu as l'arbitre qui met le truc, tu as les joueurs qui vont demander. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Moi ça me gâche un peu parfois la fête. Justin, vous en pensez quoi de l'arbitrage et de la VAR? La VAR est une décision prise par la FIFA. Il faut faire avec. Je trouve que depuis qu'elle est en jeu, on commence à avoir une utilisation qui se fait de mieux en mieux. C'est encore perfectible, évidemment, mais ça se fait de mieux en mieux. Et peut-être que d'ici quelques saisons, on aura trouvé une utilisation vraiment adéquate de cet outil qui peut, objectivement, éviter que des équipes se fassent léser sur des erreurs qui peuvent échapper à l'arbitre, qui est un être humain, qui doit rester le maître du jeu, j'en suis intimement convaincu aussi, mais qui peut avoir une certaine assurance derrière lui. Et vous parliez d'une comparaison internationale. Je crois qu'en comparaison avec ce qui se passe en France, où il y a vraiment des scènes où des questions restent sans réponse pendant de longues semaines, en Suisse, on est encore épargné par des absurdités. Il y a peut-être des situations qui peuvent porter à discussion, mais je n'ai pas souvenir, en tout cas, depuis le début de cette saison, d'avoir une situation qui soit complètement absurde, oui, puis, avec ou sans la VAR. Vous parlez de la France, on peut parler de l'Italie aussi. Il y a eu de la VAR en Italie avant la Suisse. La première saison était une catastrophe. On passait parfois jusqu'à 8 minutes pour décider si oui ou non, avec 15 000 ralentis, pour savoir si oui ou non il y avait une faute ou pas. Et ensuite, ça prenait des proportions aussi énormes. Et je trouve qu'en Suisse, cette VAR, elle est plutôt bien utilisée. Il y a très peu d'erreurs. Il y a eu des discussions, des choses pour lesquelles on était d'accord ou pas. Mais en termes de pourcentage d'erreurs, je trouve qu'on est plutôt pas mal. J'avais envie de parler avec vous de l'équipe de Suisse. On va faire cela rapidement. L'équipe de Suisse que l'on retrouvera à Genève samedi soir contre l'Irlande du Nord. La Suisse, deuxième de son groupe, à 6 points de l'Italie avec 2 matchs de plus à disputer. L'Irlande du Nord, même nombre de matchs que la Suisse, 3 points derrière. La Suisse doit regarder devant ou derrière? Ouais, la Suisse doit regarder devant, forcément. Pas d'inquiétude par rapport à l'Irlande du Nord? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais elle doit regarder devant. Elle ne doit pas se poser la question sur ce qui se passe derrière. Après, au vu du match aller, inquiétude, il peut y avoir face à l'Irlande du Nord qui, si la Suisse a des qualités, l'Irlande du Nord a clairement réussi à empêcher la Suisse de développer son jeu avec des absences de marques qui sont pour certaines les mêmes pour samedi prochain. Mais la Suisse doit essayer de regarder devant et de faire tout son possible pour accrocher l'une des 2 premières places, forcément. Daniel, en un mot, devant, derrière? Devant. Steve? Moi, si elle gagne son match samedi, elle peut regarder devant. Mais en cas de défaite, elle devra aussi regarder derrière. Vous n'êtes pas très optimiste? Non, il faut qu'elle marque, en fait. Là, elle n'a toujours pas marqué, la Suisse. Sous Yakin, elle n'a pas marqué. Elle n'a pas marqué depuis depuis le début de la saison. Il faut mettre cette balle au fond et continuer à regarder devant, toujours devant. 2 semaines de pause pour le championnat de Suisse et pour les championnats européens. Encore des rencontres qui vont se disputer dans les prochaines minutes, dont un derby toujours attendu en France sur ce même canal, à suivre Saint-Étienne Olympique Lyonnais. On vous quitte et on remercie Justin Gray, responsable des sports de Rhône FM, Daniel Romano et Steve Guillot qui ont été en notre compagnie. Vrai plaisir. Portez-vous bien et à très vite pour un nouveau match après match.